Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer un podcast Histoire d'hypercroissance où on prend le temps d'échanger, de comprendre leur parcours souvent atypique et je prends même le temps également d'y inviter des experts qui viennent décortiquer la croissance de ces entrepreneurs-là, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Ali Mustafa qui est à la tête de Ralik, une entreprise qu'il a cofondée avec ses deux frères. Donc, le trio a commencé l'entreprise vraiment dans le sous-sol et aujourd'hui, on peut dire que c'est une belle organisation extraordinaire avec des valeurs profondes, une transparence. Ils veulent créer du wow autant à l'interne avec leurs employés que leurs clients. Alors, il nous parle de comment il a vécu la méthode et l'implantation de la méthode hypercroissance et toujours su s'ajuster pour passer au prochain niveau. Un bel échange riche d'expériences. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Ali Mustafa de Emballage Ralik. On dit-tu juste Ralik maintenant? C'est juste Ralik. Ralik juste maintenant. Parce que moi, je t'ai connu en 2015. C'est ça. Bienvenue. Merci. Fait que contente que tu sois là, Ali, parce que... ben c'est ça, j'ai accompagné l'entreprise et tout, et juste avant, on se parlait, on se préparait, et ben aujourd'hui, on est rendu en 2022, ça fait 7 ans plus tard, puis il y a tellement eu un beau succès d'hypercroissance. Alors, merci de prendre le temps de venir partager l'histoire de Ralik avec nous. Bien, merci pour l'invitation. Yes! Et je sais que tu écoutes les podcasts, fait que là, tu sais toutes les questions que je vais te poser, moi j'en ai plein pour toi. Fait que, dans le fond, et Ralik, juste pour dire, fête ses 25 ans cette année également, oui. Hein? Oui. Wow! Oui. 25 ans. Et l'histoire d'hypercroissance, c'est j'essaie toujours de rendre accessible et de démystifier ces histoires-là à succès. Parce que Ralik est très impliqué dans la communauté ici, dans notre coin. Vous êtes impliqué à la chambre, vous avez gagné des prix. Alors, ça peut être intimidant même de voir Ralik avec toute la belle marque que vous avez bâtie au fil des années. Mais je me rends compte qu'il y a toujours beaucoup d'humilité derrière ça. Et votre histoire, elle est vraiment inspirante au frère Mustafa. Alors, j'aimerais ça connaître ton histoire, d'où tu viens. Là, je vois qu'il y a des traits, là, tu sais, là, c'est pas québécois pur laine, là, c'est sûr. Là. Non, loin de là, loin de là. Fait que là, si on recule jusqu'à là, dans le fond, ben, mon père est égyptien, ma mère est luxembourgeoise. Ils se sont rencontrés en Allemagne parce que mon père travaillait là. Je suis né en Allemagne. Sous le passeport égyptien, donc je ne suis pas allemand, mais je suis né sous le passeport égyptien et on a émigré. Dans le fond, mon père a donné le choix à ma mère entre l'Égypte et le Canada. Ma mère a décidé de venir au Canada. Ses frères et sœurs étaient déjà... Certains de ses frères et sœurs étaient ici. Donc, ils sont venus s'installer au Canada. Mon père parlait pas le français, pas l'anglais, il parlait l'arabe et l'allemand. Donc, il s'est installé ici, puis il a continué son métier d'ingénieur ici. Et puis, dans le fond, c'est ça. Fait que là, je suis devenu citoyen canadien à l'âge de 5 ans. Mes frères sont nés ici, par contre. Hamdi et Choukri sont nés ici. Et puis, c'est ça. Puis ça a été... dans le fond, ta mère, elle, est-ce qu'elle travaillait là-bas? Puis elle a suivi le papa? Tu sais, comment ça a été l'immigration ici? Parce que moi aussi, j'ai une famille italienne. Tu sais, puis c'est mes grands-parents, moi, qui ont immigré ici. Tout ça, comment ça s'est passé pour eux, l'immigration ici? Ben pour eux, dans le fond, ma mère avait des frères qui étaient déjà au Canada et on demandait à ma mère de venir les rejoindre. Fait que ma mère était venue plusieurs fois au Canada pour les voir. Et elle a rencontré mon père par l'entremise de sa sœur qui vivait en Allemagne. Mon père travaillait en Allemagne, puis il avait des amis en commun. Et c'est ça. Fait que dans le fond, ils se sont fréquentés, ils se sont mariés. Je suis né et après ça, ben, ils voulaient déménager, comme je dis, soit en Égypte ou au Canada. Et ils sont venus au Canada, puis dans le fond, quand ils sont arrivés, il y avait déjà un peu de famille. Il y avait déjà ici. des connaissances ici, tout ça. Ben, c'est ça, il y avait du monde ici, malgré que mon père a fallu qu'il commence... Puis as-tu bien appris le français? Mon père parle le français, mon père parle l'arabe, le français, l'anglais, l'allemand. Wow. Donc, il parle beaucoup de langues. Français, anglais. Français, c'était un peu plus difficile. Ça se passait beaucoup en anglais dans son métier. Mais c'est quand même... Quand je lui parle... des fois, on parle anglais, des fois, on parle français, des fois, on parle... Okay. C'est un peu mélangé, notre affaire. As-tu appris l'arabe? As-tu appris l'arabe? On parle arabe... je
peux pas dire qu'il est fonctionnel, mais Tu comprends. on en comprend. On le reconnaît, on est capable d'avoir des conversations très basiques. Ouais. Si quelqu'un parle trop vite, trop mal ou un dialecte qu'on comprend pas, on est fait. Ben. Mais c'est ça. OK. Mais, c'est le fun. Ouais. Puis, fait que là, les 3 frères vont naître ici. Ben, en fait, les deux suivants. Ouais. Les 2 suivants. Ouais. Et là, la famille est élevée ici. Tu es élevé dans quel coin? On est des gars de Laval. Des gars de Laval? Ouais. Ben, en fait, avant qu'on se souvienne, on était à Saint-Léonard, là, mais ça, je n'ai presque plus de souvenirs de ça. Là, mais on est vraiment grandi à Laval. Mes parents étaient là jusqu'à tout récemment qu'on vendu leur maison, là, à Hauteuil, à Laval. Donc, les 3, c'est là qu'on a passé toute notre enfance, toute notre jeunesse. Puis comment ça se passe, la jeunesse, avec la maman, avec 3 garçons? On a toujours dit que ma mère, elle a mérité déjà son paradis. Elle a une autoroute, elle s'en va direct là. On était 3 gars. On ne peut pas dire qu'on était des mauvais enfants, mais on était des enfants qui étaient exigeants puis qu'on brassait beaucoup d'air. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est entre nous 3 aussi, c'était pas toujours 3 garçons ensemble, c'était spécial. Là. Fait typique boys, là, tu sais, là, que ça n'a pas dû... Sur des stéroïdes. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, les 3 garçons étudient quoi? Puis comment l'idée d'entrepreneuriat naît dans tout ça? En fait, comment ça s'est passé? Ben, moi, j'ai étudié, j'étais encore à l'école, j'étais à l'université en administration. Et mes frères, il y en a un qui avait été aussi un peu au cégep, l'autre qui avait été plus au côté professionnel en mécanique. Mais dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais travaillé pour quelqu'un qui était dans le domaine aussi. OK. J'ai travaillé là pendant quelques années et il y a des petits clients que lui, il ne voulait pas, que nous autres, on a commencé à faire, mais on the side. Puis avec tout ça, j'allais à l'école en même temps aussi. Puis bon, il y a un de mes frères qui a commencé à embarquer avec nous autres là-dedans. Puis après ça, j'ai arrêté de travailler pour cette personne-là. Puis là, j'ai dit à ma mère que je prendrais un break de l'université pour faire ça. Je suis encore en break, mais bon, ça c'est... C'est correct, je suis sûr qu'elle est fière d'où vous êtes aujourd'hui. Et puis c'est ça, c'est que là qu'on a vraiment commencé Relic. Mais comment on a commencé vraiment dans le sous-sol familial. À Laval. À Laval. Il y a une photo de ça. Es-tu encore sur votre site web? Je sais qu'à un moment donné, écoute, j'adore cette photo-là. Là, on vous voit les 3, là. C'est vraiment là, dans le sous-sol qu'on a commencé. On avait acheté notre premier camion. On avait payé ça 500 $. C'était... Quand tu tournais, il fallait que tu tournes 2 coups, puis après ça, il commençait à tourner. Là, c'était pas très réfléchi, notre affaire. Puis on était assez agressif avec les clients qu'on allait voir. Donc, on allait voir vraiment des gros noms, des gros clients. Puis il y en a qui ont décidé de nous faire confiance. Puis quand ma mère a commencé à voir arriver des 53 pieds en avant de la maison, elle nous a dit là, ça marche pas. Là. Fait que, là, c'est assez. Ouais, là, c'est assez. Fait que là, il a fallu qu'on prenne notre premier local. Puis là, on a pris notre premier local à Laval aussi. Petit entrepôt de 600 pieds carrés. Puis je me souviens, quand on a signé le bail, je shakeais. Je me souviens plus, je pense que c'était une affaire comme 400 ou 500 $ par mois, quelque chose comme ça, pour le loyer. Puis on a signé, puis on a commencé ça. Là, aujourd'hui, il faut comprendre que tu as 53 000 pieds d'entrepôt, puis ça déborde. Ben, c'est ça. Après plusieurs déménagements, agrandissements. Ouais, exactement. C'est ça. Fait que vous avez commencé comme ça, petit entrepôt de 600 pieds, et là, tu décides d'arrêter l'école, de te dévouer à cette business-là parce que les gens commencent à vous faire confiance, vous êtes bon. Puis c'est quoi vos rôles à l'époque? Ça ressemblait à quoi? C'était vraiment pas clair. Okay. Vraiment pas clair. Puis, tu sais, on n'avait pas de plan. Aujourd'hui, on essaye d'être plus stratégique puis de penser un peu plus à l'avance, qu'est-ce qu'on fait. Mais dans ce temps-là, c'était pas ça. C'était vraiment, on voulait gagner. On voulait juste aller chercher plus de clients. On voulait trouver les fournisseurs, les meilleurs fournisseurs, négocier. Fait que dans le fond, on voulait vraiment trouver les meilleurs fournisseurs à meilleur prix pour pouvoir offrir les produits à nos clients. Puis dans ce temps-là, on vendait de tout. Fait que les clients, il n'y avait pas d'Internet même quand on a commencé. Fait que ça boostait très peu. Les clients, quand ils cherchaient quelque chose, appelle les Mustapha, ils vont te trouver ça. Fait que nous autres, on trouvait ce qu'ils cherchaient, peu importe c'était quoi, puis on allait l'acheter, puis on le revendait, puis après ça, on essayait de le trouver, d'aller directement chez le manufacturier, ces choses comme ça. C'est comme ça vraiment que ça a commencé, mais
on était très éparpillés. Là. On a vendu des choses. Mais là, comme une vraie start-up. Tu sais, tu dis oui à tout pour essayer de te bâtir un genre de réputation, une notoriété. Clairement, dans le fond, nous autres, quand on a commencé, les bureaux, on avait pris ça d'une compagnie qui les jetait. Fait qu'on les a. C'est ça qu'on avait amené dans l'entrepôt. Le camion, on avait acheté, comme je disais, un petit camion qui n'a pas duré longtemps non plus. Il y a même un autre de nous qui est un client aujourd'hui, qu'on a même fait l'acquisition après, mais c'est lui, et puis il avait pitié de nous autres, il nous a vendu son camion à rabais vraiment, fait qu'il nous a vraiment aidé au départ de notre business. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé, puis comme je dis, on allait voir les clients, puis les clients nous demandaient tout ce qu'ils avaient besoin, puis on vendait, c'était pas juste les produits qu'on vend maintenant, là. On était vraiment très, très éparpillés. Donne-moi des exemples de produits farfelus là, que vous avez cherchés pour des clients à l'époque, là. L'armée nous a appelés, puis c'était dans le temps de la guerre en Irak. Puis eux autres, ils cherchaient des chasse-moustiques, du off. Oui. On n'avait pas ça. Puis on nous a dit, oui, on a ça. Puis on a fait tous les Walmart, les Costco, puis n'importe quoi. On a tout acheté ça, puis on a envoyé ça là-bas. Il y a un autre client qui nous a demandé des planches à repasser. Il en avait besoin de 150. Fait que là, ça aussi, tu sais, c'est des affaires. Il y a un client aussi que pendant plusieurs années après, on vendait de tout là-bas. Il nous a demandé, est-ce que tu vends ça, du Coke, 7-Up, des choses comme ça, du jus. On a dit, ben oui. Fait que là, on a trouvé un fournisseur là-dedans. Puis là, on en vendait beaucoup. Là, fait que c'est... Mais c'est ça, on s'éparpillait beaucoup nos départ. Mais en fait, mais tu sais, parce que moi, je connais la famille aussi, là, mais c'est tellement à l'image de votre drive qu'il n'y a pas de limite, puis let's go, amène-là, t'as un défi, là, je vais te trouver une solution, on va t'organiser ça, tu sais. Ouais. C'est un peu cette culture-là, ce mindset-là. Puis vos parents, comment qu'ils vous regardent, qu'est-ce qu'ils disaient quand ils vous regardaient aller, les trois, comme ça? C'est sûr qu'ils ont toujours été fiers de nous voir travailler ensemble, mes parents, comme je dis, oui, ils sont fiers, mais ils se sont jamais vraiment mêlés de la business. Dans le sens que nous autres, ce qui se passait chez Relic, ça se passait chez Relic. Et on amenait ça le moins possible. À la maison, dans les soit à la maison ou à mes parents. Donc, mes parents ne sont jamais vraiment impliqués ou mêlés de nos choses. Fait que si on avait des choses à régler, on les réglait ensemble. Fait que probablement quand vous aviez des chicanes à trois, ils disaient régler ça ensemble, fait qu'ils ont continué plus tard. Ça se rendait, oui, c'est ça, exactement. Quand on était plus jeune, c'est exactement comme ça que ça se passait. Là, ils ont dit, là, il y a une business qui s'organise ensemble, ils sont capables. C'est ça, exactement. C'est bon. Exactement. Alors, là, on arrive après un certain temps, on est éparpillés. Mais là, comment qu'on focus à un moment donné? Là, il y a plein de belles histoires, tout ça. Ça dure combien de temps, ce côté-là, éparpillé, versus focuser un petit peu plus avec un modèle d'affaires, je vais dire? Oui, en fait, on était un peu forcé à avoir cette réflexion-là. On ne pouvait pas être bon dans tout. Puis, il est arrivé aussi quelque chose d'assez gros partout dans le monde. Je ne sais pas si tu connais ça, Google. Oui. Ouais, ben dans le fond, c'était les gens, au lieu d'appeler les Mustapha pour trouver quelque chose, ben ils demandaient à Google. Fait que là, c'est là qu'il a fallu qu'on regarde ce qu'on faisait. Et on parle surtout de segments de produits où c'est la première réflexion qu'on a eue, c'est de dire, OK, quel produit qu'on est capable d'apporter de la valeur ou qu'on a vraiment... un edge compétitif sur le marché. Une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée amenée chez le client. Nous autres, vendre du Coke et du 7-Up, c'était en dehors de notre... On vendait ça, du café, écoute, n'importe quoi. Puis on n'était pas bien équipés pour le faire, puis on n'avait pas les bons fournisseurs, on n'avait pas le volume pour faire ça. Puis c'était en dehors de ce qu'on faisait, puis c'était quand même du bon volume. Mais c'est pas la direction qu'on voulait prendre. Fait que la première réflexion qu'on a faite, c'est vraiment, OK, c'est quoi les catégories de produits qu'on veut vendre. Oui. Fait que là, on s'est arrêté sur les produits d'entretien, l'emballage alimentaire et les produits de manutention ou d'expédition. Fait que ça, c'est les trois premières grandes catégories qu'on avait choisies. Puis on s'était dit qu'il fallait apprendre à dire non. Ça, c'était peut-être le premier gros défi que nous autres, on avait. Un client encore nous demandait des choses, puis on a eu des lapsus. Mais ça a été c'est tes victimes. Tu sais, tu as bâti ta business comme ça, à dire oui, tu sais. Fait que là, c'est... Puis il y a même des choses qui étaient payantes à faire, mais le temps qu'on passait là-dessus, on ne passait pas sur d'autres choses. Fait qu'il a fallu vraiment qu'à un moment donné... Puis ça a pris un peu de temps avant
on soit un peu plus sévère envers nous-mêmes pour dire non. Puis de respecter la direction qu'on avait prise. Puis ça, c'est arrivé quand dans l'histoire de Rallic, mettons, là? Si j'avais à deviner, ça serait peut-être 2003, 2004. OK. Quelque chose comme À ça. mi-chemin, mettons, on est à 25 ans, là, tu sais. Ouais. Fait que là, tu te dis... Non, mais 2003, Pas- c'est non, plus tôt que ça. Plutôt que ça, ouais. Plutôt que ça, ouais, c'est ça. Après moi, c'est à peu près ça. Parce que j'aime ça pour nos auditeurs qui comprennent. Tu sais, au début, tu es en start-up, puis Ouais. tu es passionné de ce que tu fais. Ouais. Mais si tu veux réellement croître, j'aime toujours la phrase, le livre de Marshall Goldsmith qui dit « What you got here won't get you there Ouais. ». À un moment donné, tu comprends que tu peux pas aller chercher du off dans toutes les Canadian Tire. Là. Ça fait pas de sens. Ça là. fait Ça pas fait de pas de sens. sens. Puis même s'il y a certaines affaires qu'on faisait qui étaient même payantes, mais tu sais, on vendait des tables en stainless. Ça n'avait pas rapport. Là. On ne sait pas comment construire ça, on ne sait pas comment mesurer ça, on ne sait pas comment... Ouais. Mais on avait des bons fournisseurs là-dedans, mais il a fallu aussi à un moment donné dire, OK, tout le temps qu'on met là, il a fallu respecter notre temps. Parce que le temps qu'on mettait là, ben, on ne le mettait pas ailleurs. Puis si on voulait vraiment agrandir la business puis être bon, puis amener de la valeur chez nos clients, ben, il fallait faire des choses qu'on savait qu'il y avait du futur puis un avenir dedans. Puis c'est là qu'on a commencé à faire des choix. On a, comme je dis, ça ne s'est pas fait d'une shot. On a souvent dit, OK, on va le refaire une autre shot. OK, on va le refaire. Mais à un moment donné, là, on a vraiment dit, OK, là, ça suffit. Là, c'est fini. C'est ces 3 catégories de produits-là qu'on vend. Et c'est tout. Ouais. On a rajouté une après, au fil des années, on a rajouté les produits de sécurité, les produits... mais ça a été réfléchi. C'était cohérent dans le modèle d'affaires. C'est ça. C'était exactement. cohérent dans le mais modèle d'affaires. On rajoute... Si c'est en dehors de ça, même encore aujourd'hui, on a des opportunités qu'on regarde et on dit hey, ça peut être bon. Mais tu sais, c'est en dehors de notre corps. Si on veut le faire, il faut le faire à 100% ou on le fait pas. Exact. Fait que ça, c'est bon parce que c'est ce qui fait le succès aussi des entreprises. Puis tu sais, on s'entend que vous êtes dans un modèle de distribution à la base. Ouais. Fait que souvent, tu es vu comme une commodité, tu sais, aussi. Clairement. Fait que comment Rallic a réussi à comprendre sa valeur ajoutée puis faire ces choix-là? C'est un challenge qui est ongoing. Constant, qui revient tout le temps. Parce que souvent, on est ramené à de la commodité ou un prix. Quand c'est pas vraiment le cas, parce que dans le fond, c'est facile de donner des prix, mais après ça, il y a tellement de choses qui arrivent alentour, puis les gens, souvent, respectent pas assez c'est quoi faire de la distribution, puis d'avoir autant de fournisseurs, puis de savoir avec quel fournisseur faire affaire, puis savoir quel produit que le client a besoin. Puis souvent, on donnait cette information-là rapidement et gratuitement au client, puis après ça nous revolait dessus. Fait qu'il a fallu aussi, nous autres, apprendre à comment se positionner chez les clients, leur dire, leur amener une solution clé en main sur tout ce qu'ils avaient besoin, mais de le faire de manière intelligente puis de leur faire savoir qu'on a travaillé ça pour eux autres aussi. Parce que dans le fond, on arrivait là des fois puis on a fait beaucoup de travail pour eux, mais on arrivait juste avec une soumission puis les autres ne savaient pas tout le travail qu'il y avait en arrière. Fait que c'était important. Puis c'est ça qu'on dit souvent à nos représentants aussi aujourd'hui, de le faire savoir à nos clients. Voici ce qu'on avait comme option. Voici, de montrer un peu le cheminement qui a été pris, puis voici pourquoi qu'on s'en va là. Puis les clients prennent confiance en notre méthodologie, puis en qu'est-ce qu'on fait. Puis, Parce que souvent, c'est ça, tu sais, cette expertise-là, moi, je le vois vraiment comme une expertise, un savoir-faire, tu sais, dans ça, de trouver le meilleur produit pour ton entretien, le meilleur produit pour ton entourage, ton emballage selon tes besoins, etc. Mais ça revient aux compétences fondamentales, puis un positionnement stratégique de dire ça va faire partie de notre ADN. Et là, je veux que tu parles de l'ADN parce que Rallic a une culture très, très forte. Et donc, vous avez parti ça, puis là, on l'a senti, là, vous avez parti ça sur un esprit familial. Ouais. Et vous avez toujours voulu bien servir vos clients, tu sais, de l'espèce de proximité client-service. Et là, ça se découle en modèle d'affaires, de dire, ben regarde, moi, je vais amener le meilleur service client ou l'expérience client, peu importe comment vous l'appelez. Mais tu sais, cette notion-là d'en arriver là, tu sais, versus les valeurs et les convictions, ça n'a dû pas être facile non plus, ça a dû amener des choix. Je ne sais pas si ça a amené des choix. Ce que nous autres, ce que moi j'ai vu ou ce que j'ai l'impression qui nous est arrivé,
Comme là, exemple, le mot expérience client. Oui. Je m'aurais parlé du mot expérience client en 2003. Je n'avais jamais entendu ce mot-là. Là, c'est bien in depuis plusieurs années. Mais dans ce temps-là, on n'entendait pas parler de ça. On parlait de service à la clientèle dans ce temps-là, où c'est plus des mots comme ça qu'on utilisait. Mais ça revient quand même qu'on le faisait, mais on l'avait pas nommé, on n'avait pas de vocabulaire pour, puis on n'avait pas ciblé que c'était ça qu'on faisait. On le faisait juste par instinct, puis c'est comme ça qu'on a commencé la business, puis qu'on le faisait. Puis là, les employés qui venaient et qui travaillaient, ils travaillaient comme nous, et puis c'est ça qui se passait. Puis c'est ça C'était intuitif. C'était intuitif, puis ça fait c'est correct, ça fait son temps, mais plus la compagnie grossit, plus ça devient problématique. Parce que si tu l'identifies pas, puis tu donnes pas un mot, puis tu le mets pas à l'avant, ça risque de se perdre. Oui. La même affaire avec quand on parle d'ADN, quand on parle de culture, quand on parle des valeurs. Ça, c'est un exercice qu'on a fait avec toi aussi. C'est avec toi qu'on a fait cet exercice-là par rapport aux valeurs. C'était déjà là, les valeurs. Ils étaient là. Puis, on a eu la partie qu'on a eu, on a eu la sagesse d'aller chercher de l'aide pour les valeurs. On l'a fait avec toi, puis ça a super bien été. Puis on était capable d'identifier vraiment c'est quoi les valeurs fondamentales chez Relic, puis c'est quoi qui nous permet de gagner. Bien, c'est ça. Pour nous autres, c'est travailler pour gagner. C'est l'approche humaine, l'esprit d'équipe et avoir du fun. Fait que dans le fond, c'est ça qu'on a identifié ensemble. Puis c'est ça qui... C'est avec ces valeurs-là qu'on engage le monde, qu'on met du monde dehors, ou c'est ça qui nous fait qu'on regarde à tous les jours. Mais c'était déjà là. Mm-hmm. C'est pas comme si on a décidé, OK, c'est quoi nos valeurs, puis on met ça en place. Non, c'est d'identifier ce qui a fait qu'on a du succès, puis de se concentrer là-dessus. Là. Puis ça a fait une grosse différence pour nous autres de mettre des mots, puis de mettre une définition après ça, puis de vraiment en parler à tous les jours, puis à prendre nos décisions par rapport à ça. Puis de les faire vivre, tu sais, c'est plus facile de les faire vivre après, là, tu sais, parce que quand tu passes d'un mode start-up où c'est très agile, t'es petit, tu sais, vous êtes les trois, après ça, t'ajoutes 2-3 personnes, c'est correct, là, tu sais. Mais là, quand t'es rendu à 40 personnes, ben comment tu leur expliques que c'est important d'avoir du fun, puis, tu sais, puis probablement que tu vois la personne en entrevue, elle est sérieuse, tu fais 2-3 jokes, puis elle la pogne pas, elle aura pas de fun chez Relic, là, tu sais. Elle fitera pas. Elle fitera pas, c'est ça. Puis moi, je me rappelle de toutes on rit beaucoup chez Relic, right? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Hein? Puis comme on dit, ça fait partie de nos valeurs d'avoir du fun, mais travailler pour gagner aussi. Fait qu'on travaille fort, mais il faut avoir du plaisir. Plaisir, c'est sûr et certain. Puis quelqu'un qui n'a pas ça en lui, ben, même si on l'engage, ben ça... Il va s'éjecter de lui-même. Ça fera c'est pas ça, longtemps. C'est ça, exactement. Ça se filtre tout seul. Ouais, exactement. Puis moi, en fait, tu reviens sur des concepts que moi, je reviens toujours, puis... Même si ça fait 10-15 ans que j'accompagne des clients, la question que je vais toujours poser dans la retraite stratégique, c'est, ces valeurs-là, est-ce qu'elles font toujours du sens? Parce que souvent, on peut les faire évoluer dans le wording. Tu sais, l'ADN va toujours rester la même, mais des fois, il y a des... Comme toi, tu as mis... Tu sais, à un moment donné, on a mis un verbe d'action, tout ça, tu sais, ça les mettait dans l'action, travailler pour gagner. Tu sais, on sent le verbe d'action au lieu de dire travail d'équipe, là, tu sais, travail d'équipe, tout le monde va mettre travail d'équipe, là, mais ça... Mais travailler pour gagner, mais aller chercher les planches à repasser, puis on va tout faire pour que le client soit content, ben ça va avec la culture. Fait que ça, il faut vraiment être spécifique sur ces besoins-là. Autre élément que tu as dit, puis ça, je le vois beaucoup dans les organisations, c'est toute la notion de compétences fondamentales. Mm-hmm. Dans quoi on peut être les meilleurs? Puis vous êtes posé cette question-là. Dans quoi on peut être les meilleurs pour qu'on peut amener de la valeur ajoutée? Es-tu capable d'en nommer 2-3 compétences fondamentales? T'sais? Puis vous autres, vous avez nommé le service client. Il y a toute cette notion-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est dans quoi tu te différencies puis vous dites que vous êtes les meilleurs, dans le fond, Relic? Dans le fond, je pense que nous autres, il y a 2 éléments qui font une grosse différence chez Relic. Puis, c'est des mots qui sont souvent utilisés par plusieurs entreprises, mais c'est pris très au sérieux chez nous. Puis, c'est l'expérience client puis l'expérience employé. Oui. Fait que dans le fond, nous autres, on pense que c'est comme ça qu'on gagne. C'est vraiment en offrant la meilleure expérience client qu'on peut aux clients. Mais on ne peut pas offrir une belle expérience client si on n'a pas une belle expérience employé. Donc, ça commence par l'expérience employée. Puis, c'est une boucle après qui se fait. Et il y a une corrélation avec l'importance de l'esprit familial et l'humain, comme au balbutiement de Relic, ça a toujours été ça. Ouais. Fait que là, on le transpose, puis si tu regardes tous les modèles d'affaires qui sont basés sur l'expérience,
ça passe toujours par l'expérience de l'humain, mais l'humain étant l'employé d'abord, s'il est bien servi, il va bien servir le client. Clairement. Puis tu viens de parler de l'esprit familial de chez Ralic et tout. Puis ça, le client le ressent. Ça. Quand il appelle, puis qu'il y a un problème, ou quand il veut savoir quelque chose, ou quand il arrive quelque chose, qu'il y a des questions à poser, il sait que la personne qui est au téléphone a fait tout ce qu'elle peut en son pouvoir pour l'aider. Puis ça se ressent chez le client. Puis ça crée de la fidélité, ça rend un client fidèle aussi. Donc ça, c'est vraiment pour nous, je pense que ça a toujours été notre plus gros élément de différenciation. C'est vraiment cet ADN-là, cette culture-là qu'on a chez Ralic qui fait qu'on est capable, c'est ça qui nous permet d'offrir cette expérience-là chez les clients. Exact. Puis là, il y a plein de belles choses que vous faites pour la culture. Tu veux-tu nous en parler un peu, tu sais, des bons coups, des choses qui, toi, te rendent fier, tu sais, justement, d'avoir mis de l'avant l'ADN? Oui. Ben, en fait, c'est une des choses qu'on a faites, ça fait quelques années qu'on le fait, mais c'est vraiment quelque chose qu'on je trouve vraiment le fun qu'on fait chez nous. Nous, dans le fond, l'expérience client, on détermine ça par faire un wow chez le client. Et dans le fond, on a mis un concours en place chez Ralic. Puis dans le fond, on veut que l'équipe, Ralic au complet, fasse 20 actions wow par mois. Puis ça peut être fait par un livreur, quelqu'un dans l'entrepôt, un représentant, quelqu'un au service à la clientèle, peu importe. Puis, dans le fond, on a dit qu'on veut que ce soit des wow qui soient faites soit chez les clients, avec un collègue de travail, avec un partenaire d'affaires ou dans la communauté. Fait que si c'est là-dedans, puis on fait un wow, mais cette action-là, elle est communiquée à toute la compagnie. Puis pas juste par courriel, on le fait dans nos quotidiennes. Quand on fait nos quotidiennes, c'est nommé, on dit le nom de la personne, qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Et quand on atteint ces 20 actions wow-là, ben à la fin du mois, ben on fait une activité où on a une surprise pour les employés, on a une célébration dans le fond avec les employés. Puis depuis qu'on a mis ça en place, on sent que ça a fait une belle différence. Ça contribue tellement à l'expérience client et à l'expérience employé. On est vraiment, c'est une des choses qu'on a mis en place qu'on est vraiment fiers. Bien, puis ce que j'aime de ça, là, puis souvent, c'est ça, parce que les gens vont écrire sur le plan stratégique, OK, moi, je vais être le meilleur en expérience. OK, so what? Comment tu l'opérationnalises? Ouais. Comment tu le fais vivre? Et je remarque aussi, c'est une question de mindset, hein? Tu sais, quand tu cumules les wow, là, ben, si t'es la personne qui en fait jamais de wow, peut-être tu vas changer un petit peu ta façon de faire. Peut-être que tu vas... Fait que on entend... Puis j'aime beaucoup ça parce que ça amène les gens dans un mindset positif aussi également, là. Tu sais, on est là pour faire du wow, là, tu sais. Fait que ça se mobilise tout ça. Fait que j'adore ça. D'autres beaux partages par rapport à la culture? Par rapport à la culture, il y a plusieurs choses qu'on fait, mais on est aussi très transparent dans le fond. Fait que quand nous autres, on fait nos quarterly, les trimestriels. Nos trimestriels, dans le fond, puis on décide de c'est quoi les priorités du prochain trimestre. Alors ça aussi, on le partage avec les employés. Fait qu'on on a un bulletin qui sort à quelques semaines ou 2 semaines maximum après qu'on fait notre trimestriel. On sort un bulletin avec « OK, voici c'était quoi nos priorités dans le dernier quart, voici ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, puis voici les prochaines priorités. » Fait que dans le fond, l'équipe au complet est impliquée. Puis ça arrive que des fois, on a une priorité que la personne n'est pas impliquée, mais elle sait que c'est là-dessus qu'on travaille, puis ils se sentent impliqués quand même juste par le fait qu'ils le sachent. Mais il y en a qui ça l'implique tous les employés, mais il y en a d'autres que des fois, c'est plus spécifique, mais ça fait rien. Ça leur donne un sentiment d'appartenance. Ils savent où qu'on s'en va, ils savent c'est quoi qui est prioritaire. Ça, on se les fait dire quand même assez régulièrement qu'ils trouvent ça vraiment le fun de savoir où ils voient quelque chose arriver, puis ils savent pourquoi que ça arrive, parce qu'ils savent que ça fait partie de la priorité, puis ils savent pourquoi que c'est là. Fait que cette transparence-là, nous, elle a été... Puis ça, on a mis ça en place longtemps quand on a commencé en affaires. Nous autres, typiquement, les distributeurs cachent leurs coûtants de leurs employés ou de leurs représentants ou ces choses. Nous autres, on a toujours été très, très ouverts, très transparents, puis ça a toujours porté fruit. Puis je pense aussi que c'était avant-gardiste à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un must-have, tu sais, dans le sens que, tu sais, tu te dois d'être transparent. Puis, mais ce qui est le fun, c'est que... Puis je pense que la pandémie a amené ça dans beaucoup d'organisations. La communication a été moins présente. Quand tu n'avais pas ces rituels-là en place de trimestriel ou de rencontres rythmées, les gens
Là, c'est là que tu parles de grande démission. Là, moi, je n'ai pas de sentiment d'appartenance. Je ne comprends pas le business. Je ne sais pas pourquoi on s'en va. Ils sont en train d'agrandir. Pourquoi je ne sais pas. Fait que toi, tu parles de transparence. Moi, je dirais transparence / communication. Clairement. Vous avez toujours été excellent à communiquer chez Raleigh. Clairement, mais ça, il faut encore une fois remercier la méthodologie Scaling Up Gazelle qu'on a implantée avec toi. Ça a fait une énorme différence chez nous. C'est un gros moyen de communication pour nous. On se sert des quotidiennes vraiment à côté versus un email que ça n'a pas le même poids, si on veut, que si c'est vraiment dit par le gestionnaire à son équipe. Fait que ça, dans le fond, on s'en sert vraiment beaucoup. Fait que oui, je suis d'accord avec toi que la transparence, c'est important, puis c'est un no-brainer, comme tu dis. Mais il y en a beaucoup qui sont transparents s'ils se font poser la question, mais ils ne vont pas le communiquer. Fait que dans le fond, de le communiquer, on pense que ça peut, peut-être qu'on peut dire qu'est-ce que lui, ça peut y faire quand on fait ça, mais pas vrai, ça a un impact. Ça finit que tu comprends. Comme tu vas jaser à la fin de la journée avec ton conjoint, ton mari, ta femme, puis il va te raconter sa journée, puis tu comprends dans quel état d'âme il arrive. C'est un peu ça aussi. Là, c'est aussi simple que ça, mais c'est l'importance de ça. Puis tu disais justement, avant qu'on commence, que les quotidiennes vous ont sauvé pendant la pandémie, là, parce que vous autres, vous avez vécu toute une vague. Oui. Nous autres, comme pour tout le monde, là, tout le monde a eu des défis différents pendant la pandémie. Puis nous, on ne savait pas c'était quoi non plus. Quand on a eu l'annonce que tout fermait, puis c'est juste les commerces essentiels qui restaient ouverts, nous autres, on est-tu essentiels? On l'a compris assez rapidement qu'on faisait partie de... Le téléphone s'est mis à sonner et tout. Puis bon, c'est sûr que ça a apporté plein de défis, c'était le fun, mais c'est là que les quotidiennes, ça nous a clairement sauvés. Le fait que nous autres, il y a quelque chose qui se passe pendant la pandémie, tu sais, dans le fond, là, dans un environnement plus calme puis plus normal, on peut prévoir des choses dans une semaine, dans 2 semaines. Pendant la pandémie, c'était même à chaque jour, ça commençait à être des longues périodes, mais étant donné qu'on le faisait à tous les jours, on savait que si on avait un message à véhiculer à toute la compagnie, si on le donnait dans une quotidienne, ça faisait le tour en moins de 24 heures, toute la compagnie était au courant. Ça l'a clairement fait une grosse différence. Puis on l'a vu chez nos compétiteurs, ceux qui n'avaient pas cette agilité-là, on s'est démarqué. On s'est vraiment démarqué par rapport à ceux qui avaient... Il y en a qui aussi, on ne dit pas qu'on est les seuls qui ont été agiles pendant la pandémie dans notre domaine, mais ceux qui ne l'étaient pas, c'était clair. Fait que l'importance de l'exécution. Fait que là, dans le fond, si je regarde un peu l'histoire de Ralic, on part avec un concept de vouloir aider, vouloir servir le client. C'était intrinsèque à vous. À un moment donné, on peut pas tout servir tout le monde, faire plaisir à tout le monde. On devient plus stratégique. On choisit des axes, des business units, des gammes de produits, je sais pas comment on les appelle, les gammes, là, tu sais, où on dit on va se concentrer là-dedans. Puis après ça, on se concentre là-dedans, mais on perd jamais notre ADN non plus. On définit nos valeurs. Puis on devient bon dans notre exécution en communiquant fréquemment. Fait que là, on est dans l'histoire de Ralic, mais là, il y a comme plein de choses qui se sont passées aussi dans les dernières années. Des acquisitions, tu sais, j'aimerais ça que tu me parles un peu de la croissance de Ralic, là, tout ce qui se passe. Oui, de la croissance... on a toujours été des gars de croissance dans le sens qu'on veut avancer, on veut vendre plus, on veut vraiment que la business grossit. Et ça se fait de manière organique et ça se fait aussi avec des acquisitions. C'est sûr qu'on a fait quand même plusieurs acquisitions, mais il y en a qui étaient plus petites au début. On s'est comme réchauffé avec ça. On a fait quelques-unes qui étaient un peu plus grosses dans les dernières années. Et ça nous a aidés, ça nous a amenés ailleurs aussi par rapport à nos ventes. C'est sûr et certain que ça l'a amené ses lots de défis aussi. Puis c'est là aussi qu'on a vu que la culture était importante. Puis on l'a fait dans certaines acquisitions qu'on a faites, qu'on a sous-estimé la différence de culture entre les deux compagnies. Et on a eu des leçons aussi là-dedans. Fait que, mais c'était vraiment, pour nous, c'est quand même un moteur économique de faire des important. acquisitions. Puis tu me disais que dans ton industrie, justement, de la distribution, il y a quand même une consolidation dans le marché. Hein? Tu me disais qu'il y avait comme 12 000 quand tu as commencé. Je ne sais pas c'est quoi les stats. Là, en Amérique du Nord, si je me souviens bien, des années 90, il y avait probablement 15 000 distributeurs en Amérique du Nord. On est en bas de 5 000 dans le moment. Donc, c'est vraiment il y a une grosse consolidation, comme dans plusieurs marchés. Puis les gros achètent les gros, puis
deviennent des méga joueurs. Là, fait que c'est sûr que ça a un impact. Là. OK. Fait que c'est ça. Puis au niveau de la croissance des rôles, là, tu disais au début, nos rôles n'étaient pas clairs. Ouais. Aujourd'hui, les rôles parce que là, les 3 frères toujours impliqués dans la business. Ouais. C'est quoi les 3 rôles des frères? Oui, puis c'est vrai ce que tu dis. Au début, c'était pas clair du tout. Et on s'était donné des rôles, puis on était, même dans nos rôles, c'était pas clair. Fait que ça a été aussi un point important dans notre histoire, dans le sens qu'on a vraiment décidé de clarifier nos rôles et les rôles de tout le monde dans l'entreprise. Fait que ça, c'est un exercice que beaucoup de compagnies font, mais nous autres, quand on l'a fait, on a commencé par nous autres. Puis il a fallu aussi faire un switch à un moment donné, de passer d'exécutant à gestionnaire. Ça aussi, c'était Ça, c'est un gros défi. Hein? Quand tu as mis les mains à la pâte dans ta business, tu la connais, puis il y a comme une espèce de satisfaction d'être en mode pompier puis de résoudre des problèmes. Puis à un moment donné, tu te dis non, là, si je passe à la prochaine étape, puis je fais des acquisitions, il faut que je m'élève puis que je devienne gestionnaire. Mais pas après ça à l'école, là. T'as pris un break, là. Oui, c'est ça, je suis encore en break. Mais tu as raison, puis c'est encore aujourd'hui, je dirais même un défi chez nous. Là. Les 3, on est très près de ce qu'on fait. On a fait presque tous les pas chez Rallic, on les a fait. Là. Fait que on est vite tenté d'aller faire versus gérer. Dans le fond, ça, on est beaucoup mieux qu'on était avant, là, mais ça reste quand même encore aujourd'hui, je pense, un challenge. Mais ce changement-là, là, puis à un moment donné, on s'est aperçu que, coudonc, je pense monter en meeting, puis à rencontrer du monde, puis à coacher du monde, puis à gérer des choses versus vraiment faire ou exécuter des... Fait que ça a été un changement qu'on avait comme... C'était pas intelligent de notre part, mais on l'avait comme pas vu venir, tu sais. Fait que dans le fond... mais il y en a beaucoup, mais c'est comme ça dans plein d'entreprises, là, tu sais, qu'à un moment donné, il faut que tu... Mais ça, pour moi, c'est vraiment la différence entre le start-up et le scale-up. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme, tu sais, tu pars de démarrage à hyper-croissance, mais regarde, à un certain moment donné, il faut qu'il y ait une coupure, puis tu peux pas être artisan dans ta business, là. Faut que tu planifies le futur. Fait que là, maintenant, il y a Choukri qui est VP des ventes, puis Hamdi qui est au VP opération. Exactement. OK. Fait que là, au moins, il y a ces 2 rôles. Ça, c'est clair. Ça, et toi qui es président, qui a toujours été le frère le plus vieux. Donc, c'est ça. Oui. Puis ce qui nous a aidé aussi, en fait, c'est qu'on a fait venir quelqu'un de l'externe pour nous aider à clarifier ces rôles-là. Fait que ça a été la première étape. Puis après, je pense que ce qui nous a aussi aidé, c'est quand on a, mis la méthodologie en place, puis qu'on a créé un comité de direction. Ça aussi, ça l'a vraiment aidé. Oui. Fait que ça l'a vraiment... changer un peu la dynamique de nos rencontres. Ça nous a donné un rythme, ça nous a donné un agenda clair. On est devenu plus efficace. On s'est donné un vocabulaire aussi, dans le sens que ça a l'air banal, mais moi, je trouve que c'est très important. Souvent, là, on se parlait, puis on se comprenait pas, puis ça prenait 20 minutes, puis à la fin, mais dans le fond, on disait la même affaire. Fait que ça arrivait ben trop souvent. Là. Fait que dans le fond, on s'est donné un vocabulaire, puis c'est venu régler bien des choses. La clarté, moi j'appelle ça la clarté de vision. Ouais. Tu sais, le fait d'avoir défini ton ADN, défini les mots, défini le positionnement de Rallic, ben à quelque part, là, c'est assez clair. Là. C'est blanc ou c'est noir. Mais trop souvent, c'est gris, puis on le sait pas trop. Puis une journée... Quand on se parle, on se comprend même pas. C'est vrai. Ça prend tellement de temps puis d'énergie à se rendre à... OK, c'est ça tu veux dire? Puis moi, je disais quasiment la même chose. Fait que il y avait juste des petits éléments à travailler, mais là, ça prenait tellement de temps avant de se comprendre. C'est pour ça que moi, tu sais, dans la méthode Scaling Up, la plus grande valeur ajoutée, là, puis là, ça, je le dis pour tous les auditeurs, là, si vous dites, hey, faut que je me structure, là, je me reconnais un peu dans le message de Ali, c'est de mettre en place une quotidienne parce que tu vas tellement te parler fréquemment qu'à un moment donné, tu vas te comprendre. Puis quand tu vas t'asseoir à ta rencontre hebdo de direction, tu vas pouvoir régler des enjeux un petit peu plus stratégiques. Même chose avec ta mensuelle, même chose avec ta trimestrielle. Quand tu ne gères pas ta poutine opérationnelle, qu'est-ce qui arrive? Tu t'en vas dans un meeting de 2 heures de manière hebdomadaire. Tout le monde est tanné. C'est juste du reporting que j'appelle. Là, les gens vont juste justifier un petit peu tout ce qu'ils font. Mais as-tu vraiment avancé dans les stratégies de la business? Non. C'est ça qui arrive. Fait que vous autres, vous l'avez réussi à bien le faire. Fait que ça, c'est fun. Puis la croissance passe par acquisition. La valeur ajoutée. Là, la pandémie arrive.
Fait que là, ça a changé, j'imagine, la chaîne d'approvisionnement logistique. Ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé la balance du pouvoir aussi entre les manufacturiers, nous en tant que distributeurs, les clients. Là, c'était rendu que nous autres, il fallait faire la police, à savoir, les clients étaient tous sur un mode panique. Tout le monde voulait tout de suite. Il y a même eu la crise du papier hygiénique, ce qu'on n'a jamais trop compris parce que c'était même pas fondé. Mais tu sais, il y avait la même chose pour les assainisseurs, pour les désinfectants, pour les gants, pour les masques. Et dans le fond, ça, c'est une des choses que je suis vraiment fier qu'on a fait. On a vraiment décidé de protéger notre inventaire pour nos clients. Parce que dans le fond, on a vraiment beaucoup de clients qui nous ont appelés qui, en temps normal, ne feraient jamais affaire avec Ralic. Dans le fond, là, ils nous appelaient parce qu'ils étaient en recherche d'inventaire. Ils étaient à la recherche d'inventaire, puis on avait, mais on a refusé de leur vendre parce que dans le fond, on le sait que c'était juste un feu de paille, puis si on leur vendait, on n'avait plus après pour nos clients actuels. Fait qu'on a vraiment protégé notre inventaire. C'était pas facile, parce que dans le fond, on n'avait même pas assez pour donner tout ce que nos clients voulaient. Fait qu'il fallait donner des allocations. Fait que c'était tellement contraire à qu'est-ce qu'on était... Nous autres, refuser des ventes à un des 3 frères Mustapha, tu dis refuse une vente, ça marche pas, ça compute pas, on n'est pas fait... sur Enter, puis ça marche pas. C'est comme il marche pas, le bouton Enter, il marche pas en tout. Là. Fait que dans le fond, ça a été une des choses que ça n'a pas été trop long pour nous autres de le faire parce qu'on a compris qu'on voulait protéger l'inventaire pour nos clients. Puis il y a beaucoup de clients qui l'ont apprécié. J'espère, en tout cas. Puis je pense que oui, mais j'espère qu'il y en a plusieurs peut-être qui ne savent même pas à quel point qu'on a protégé l'inventaire pour eux. Là, puis qu'on avait du stock versus plein d'autres distributeurs qui étaient complètement vidés là, parce qu'ils ont tout vendu qu'est-ce qu'il y avait en stock. Ça revient à ton expérience aussi client. Oui. Tu sais, t'es toujours... Fait que c'est ça, là. C'est pas compliqué, là. Tu sais, quand tu veux visiter l'hypercroissance, à un moment donné, tu comprends ton ADN, tu mets des mots dessus, puis après ça, tu restes cohérent. Peu importe la situation. C'est vrai. Ouais. Mais, comme tu dis, il y a plusieurs personnes qui ont été mises à l'épreuve pendant la pandémie. Ouais. Puis il y en a qui sont devenus peut-être... je dirais, moins rigoureux dans leur façon de faire. Puis là, c'est là qu'il y a des modèles d'affaires qui se sont effrités également, là, tu sais. Clairement. On les voit. Moi, je vois les modèles d'affaires très polarisés. Il y en a qui sont très, très bons, qui sont devenus encore plus forts. Puis il y en a d'autres qui ils ont vu une opportunité, mais ils ont perdu l'essence même de pourquoi ce qu'ils faisaient. Puis là, ben, ils se sont redevenus éparpillés. Fait que l'importance de se centrer. Ouais. Fait que ça, c'est super. Dans l'évolution de Ralic, comment tu vois ça, le futur? T'sais? Parce que là, vous êtes tout le temps à travailler pour gagner. Là, fait que là, après 25 ans, là t'aurais-tu pensé être rendu là après 25 ans? Encore une fois, absolument pas. Parce que quand on a commencé, comme je te dis, on n'avait vraiment pas un plan clair. Puis même si on essaierait de se projeter dans le futur, non, je pense pas que j'aurais pensé qu'on serait où ce qu'on est aujourd'hui, non. Là, on est rendu à 53 000 pieds carrés. Ouais. Là, on est à pleine capacité, je pense, ça déborde. Ça commence. Il y a un autre challenge qui s'en vient. Il y a un autre challenge qui s'en vient. Ouais. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai toujours aimé, Ralic aussi, tu sais, moi, je suis intervenue, mais tu n'as pas peur non plus de t'entourer d'experts. Tu sais, il y a Frédéric Lucas, il y a Sean qui est arrivé au niveau du leadership. Ouais. Tu sais, peux-tu nous parler un peu de... Parce que, tu sais, c'était pas... Tu sais, vous étiez habitués de faire vos affaires, là. Mais à un moment donné, tu as fait le call, puis souvent, je me rends compte que les gens peuvent hésiter à aller chercher de l'aide. Fait comment tu vis ça, toi? Puis c'est quoi le déclic? Oui, en fait... ça nous a pris du temps avant de décider de s'entourer. Tu étais probablement dans les premières avec lesquelles on a... Là, je pense qu'on a fait peut-être... Celle qui nous avait aidé avant, c'est peut-être au niveau de clarifier les rôles chez Soja. Ça, on l'avait fait, ça nous avait aidé. On se faisait aider par des gens dans l'entreprise, mais d'aller chercher de l'aide externe, c'est souvent dispendieux, c'est souvent... puis là, dans le fond, toi, tu as une idée, puis tu veux mettre ça en place, là, il faut que tu convainques le reste de ton équipe de le faire. Ça a pris un peu de temps avant qu'on puisse le faire. Une fois qu'on a commencé à le faire, on a fait des pas de géant. Puis là, on a c'est une leçon qu'on a vue, qu'on a appris, on a vu que ça fonctionnait. Fait qu'on l'a répété. Puis honnêtement, ça, c'est un des éléments qui nous a aidés à vraiment
mieux structurer Ralic, puis vraiment, ça nous a aidé à grandir. Ça, c'est sûr et certain. Bien, tu sais, puis on dit tout le temps, tu sais, avoir les bonnes personnes aux bonnes places à l'interne. Puis ça, vous l'avez fait avec la culture forte, la division de votre année. Mais c'est la même affaire avec les gens qui t'entourent, tes partenaires, tes experts. Puis ça change, puis ça évolue, tu sais. Puis c'est correct, il ne faut pas avoir peur. Moi, je suis pareil dans ma petite entreprise. Quand on décide de faire un podcast, je vais voir les meilleurs. Là, après ça, tu sais, go, next step, tu sais. Ben, c'est un peu ça l'attitude qu'on a maintenant. Puis honnêtement, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui quand on décide d'aller chercher de l'aide externe. Là, on est beaucoup moins hésitant parce qu'on a vu que ça nous amène ailleurs. Puis on l'a fait dans le passé, dans plusieurs, même en distribution pour notre entrepôt. On avait fait venir des consultants à un moment donné pour nous aider à placer ça. Puis, tu sais, des fois, il y a certaines personnes de l'externe qui arrivent qui t'en amènent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis d'autres que dans le fond, sur 100% de ce qu'ils te disent, il y en a 60% que tu sais déjà, mais il y en a 40 que tu ne le sais pas. Mais ces 40-là, même si tu regardes, tu sais, j'aurais pu juste me dire ça, mais ça ne marche pas comme ça. Mais il est tellement crucial, ça nous a fait tellement avancer que ça a valu chaque dollar qu'on a mis. Là. Ça, c'est sûr, certain. C'est sûr que des fois, il y en a qui sont moins que d'autres, comme n'importe quoi. Là. Mais en général, on a toujours appris quelque chose, puis on a toujours été capable d'aller chercher quelque chose de ça. Puis c'est important aussi, c'est comme quand tu engages, c'est la même chose. Il faut que tu sois sûr de prendre quelqu'un que tu crois sincèrement qui va t'aider. Bâtir la relation de confiance, tu sais, pour offrir le service client, mais l'expérience client, exactement. Ouais. Mais ça nous a vraiment aidé. L'aide externe, c'est clair que pour nous, le comité de direction, on est très d'accord. On comprend que ça nous fait faire des pas de géant. Exact. Mais ça, il ne faut pas avoir peur non plus. C'est ça. Fait que c'est de comprendre où je suis rendue. Puis je pense que tu as toujours ces bons réflexes-là. Moi, toutes les fois que je te parle, on se voit à l'occasion. Puis là, tu vas dire, OK, là, je pense que je suis rendue là. Ouais. OK, tu sais, tu connais-tu quelqu'un? C'est où? Tu sais. Fait que ça a toujours été un investissement. Avant, on voyait ça comme un peu une dépense, mais c'est vraiment un investissement. Puis c'est un investissement qui rapporte. Fait que dans le fond, oui, on peut se tromper des fois et dire on a fait affaire avec pour telle chose, ça n'a peut-être pas donné les résultats qu'on voulait, mais tu sais, c'est 1 sur 10, tu sais, dans le fond, puis il faut que tu regardes les 9 autres. La moyenne au bâton. Non, c'est ça, puis ça nous a amené énormément, là, fait que Puis c'est pour ça que moi, sur le podcast, j'invite des experts aussi, tu sais, j'ai invité Apiculture, Martin Delarosbille, tu sais, j'ai invité Jocelyn Rioux, tu sais, qui est un coach de président avec Plan B. Après ça, j'avais des gens en marketing, tu sais, de la marque employeur, Vincent Mazeroux. Fait que, tu sais, moi, j'adore avoir des gens comme ça pour dire, bien, si on peut en inspirer, puis que finalement, je suis rendue à ma marque employeur, bien, qu'on puisse échanger les meilleures pratiques parce qu'on veut tout croire, puis on veut créer une super économie. Puis ça m'amène à l'autre volet que j'aime énormément de Ralic, c'est votre implication sociale et communautaire. Ça fait partie de vos valeurs, puis spécialement cette année, là, tu sais, fait que parle-nous un peu de ça. En fait, nous, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a appris parce que c'est pas quelque chose qu'on faisait vraiment beaucoup du réseautage ou d'aller dans les chambres de commerce ou ces choses-là. C'est Linda qui nous a poussé vraiment à faire ça. Puis, dans le fond, quand on a commencé, bien là, on y a pris goût. D'échanger et de parler avec des gens qui sont en affaires, d'autres entrepreneurs, des professionnels, des experts, de se créer un réseau de contacts comme ça. C'est très enrichissant, c'est très bon pour la business. Puis c'est pas, au début, nous autres, on voyait ça plus comme on va aller là-dedans, on va aller chercher des clients. Puis c'était ça notre... Travailler pour gagner. On veut vendre. On a que ça dans la tête. Mais dans le fond, on a tellement été capable d'en chercher plus. Oui. Puis en s'impliquant, puis en siégeant sur des comités, sur des CA, des choses comme ça, on dit qu'on donne, mais on reçoit tellement. C'est tellement... je trouve pas ça fair de dire qu'on donne, parce que dans le fond, on reçoit tellement quand on va dans ces affaires-là que je trouve ça pas juste de dire qu'on donne du temps, parce qu'on en reçoit quand on va là aussi. Là. C'est gagnant-gagnant pour les deux. Hein? C'est ça. Ben, je pense qu'on est tous les deux mentors aussi. Puis moi, je le vois, là, des fois, j'ai des jeunes mentorés, là,
puis ils ont une vision extraordinaire. Mais je passe 1 heure à y poser des questions, mais j'ai tellement appris dans cette heure-là. Elle m'a fait du bien. Ça m'a sorti de mon quotidien, fait que je comprends. Tous les mentors à qui je parle disent ça. À chaque personne qui s'implique, que ce soit dans la chambre de commerce ou dans des groupements ou dans du réseautage quelconque, c'est tellement enrichissant là, que ça l'apporte beaucoup à un entrepreneur. C'est pas facile d'être un entrepreneur. Là. C'est très demandant. Puis de voir que c'est la même chose ailleurs ou qu'ils ont les mêmes genres de défis, comment ils ont fait. Tu as des discussions que tu ne peux pas avoir nécessairement avec tous tes amis ou avec ton cercle immédiat ou des choses comme ça. Fait que, puis c'est ça. Donc, moi, j'aime bien C'est quoi ta plus grande leçon apprise comme entrepreneur? Wow! Ma plus grande leçon apprise comme entrepreneur. Oui. Je te dirais là, vite comme ça, là, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais celle qui me vient à l'idée maintenant, c'est vraiment de bien s'entourer. Oui. Je pense que c'est primordial. Ça fait toute une différence. People first, there. Oui. First who, then what. Oui, c'est tellement vrai. Puis de le faire, d'avoir des gens qui fit avec notre culture et tout ça. Ouais. Et en termes d'implication sociale, Ralix, cette année, va remettre un gros montant. Oui. On a décidé de... Une de nos choses qu'on fait pour célébrer nos 25 ans, c'est qu'on va donner 100 000 à 4... Dans le fond, on donne un total de 100 000 Il y a 4 organismes qui vont l'avoir, 25 000 chaque. Donc, il y a Fondation Femina, il y a la Société Alzheimer Laurentide, Moisson Laurentide et le CHU de Sainte-Justine. Wow, bravo, bravo, c'est bien. Puis j'ai un penchant pour Fondation Femina, parce que Linda, c'est ta conjointe qui a parti cette fondation-là. Je pense que ça vaut la peine d'y faire un beau clin d'œil aussi. Effectivement. Parce qu'il faut le faire. Linda travaille à temps plein chez vous. C'est elle qui est en charge des ressources humaines et de la communication. C'est ça. Et un petit projet comme ça, on the side, elle a décidé de partir la Fondation Femina, pour laquelle moi, je m'implique aussi bénévolement et tout. Et la mission de cette fondation, elle est extraordinaire. En fait, c'est d'aider les maisons, en fait, d'hébergement pour les victimes de violences conjugales, principalement les femmes. Et là, ça fait comme 5 ans, puis ils remettent plus de 5 000 cadeaux par année, etc. Fait que toi, comment tu vis ça d'un point de vue conjoint? Je suis super fier de ce qu'elle fait. Puis je trouve tellement que c'est une cause qui est importante. C'est une cause qui est malheureusement encore plus d'actualité après la pandémie. Oui. Il y a tellement de gens qui sont dans le besoin que je vois tous les gens qui sont impliqués dans cette fondation-là faire ce qu'ils font. Puis ils ont vraiment ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, là. C'est pas de donner, dans le fond, de faire ça ou de faire quand on donne du temps ou de l'argent ou des choses dans ces causes-là. Dans le fond, on reçoit beaucoup aussi. On reçoit tellement... C'est tellement un sentiment que tu peux pas décrire, dans le fond. Là, c'est faux de dire qu'on donne parce que je trouve qu'on reçoit tellement quand on fait ça. Puis Linda, elle a toujours été quelqu'un de très généreux, dans le fond. Puis dans le fond, elle reçoit beaucoup de ça aussi. Oui, on se retrouve dans notre générosité. Ouais. Et puis, tu sais, dans le fond, puis je pense qu'on pourrait même mettre, on va tout mettre les infos de Ralix, mais on pourrait même mettre le lien de Femina. Avec plaisir, c'est ça pour les petites perles et tout. Et ça m'amène à on reçoit, là, je t'en ai pas parlé, mais je suis rendue à la 3e traduction de mon livre. Donc, j'ai traduit Skilling Up, qui est vraiment la méthode hypercroissance. Et le 2e livre que j'ai traduit, c'est Quand tu vises l'hypercroissance, tu travailles pour gagner. Des fois, tu t'oublies comme entrepreneur. Donc, c'est mettre son masque à oxygène en premier. Et la 3e traduction, ça va être Le leader en nous. Puis je vais faire un lien avec ce que tu viens de dire. C'est The Leader Within Us de Warren Ruston. Je vais faire le lancement le 15 novembre, ici à Montréal avec Warren. Fait que je t'invite. En fait, et le livre, la façon dont il est conçu, c'est qu'une fois que tu as une bonne business, une fois que tu prends soin de toi, tes enfants vieillissent, la famille va bien, tu veux devenir un servant leader, un leader serviteur. Et c'est exactement ça. Tu sais, quand tu dis on reçoit plus, moi, je le vois, là, tu sais, les gens qui vivent, qui ont des bonnes fondations après 25 ans comme Ralix,
bien, comment je redonne au suivant? Comment? Mais en bout de ligne, c'est nous qui apprenons autant, mais c'est d'appliquer notre leadership ou peut-être notre rôle d'influence, mais pour servir le bien commun. Tu sais, ultimement, c'est ça la finalité de tout ce qu'on fait. C'est ça. Puis je trouve ça super intéressant parce que les 2 premiers livres que tu as faits, je les ai lus, puis on s'en sert énormément. Fait que j'ai bien hâte de voir celui-là. Puis celui-là est en plein en lien avec où vous êtes rendu dans votre cheminement. Tu sais, ils appellent ça le servant leader, leader-serviteur. Leader-serviteur, j'ai traduit en français. On va faire une précommande tout de suite. Une précommande, c'est ça. Non, les invités du podcast, ils reçoivent un cadeau. Là. C'est ça. Fait que y a-tu quelque chose, Ali, que tu aurais aimé qu'on parle, qu'on n'a pas un sujet, tu sais, que tu trouves, pense à des entrepreneurs en croissance, là, tu sais, là, qui vivent des défis. Là. Y a-tu quelque chose qu'on aurait dû, parce que tu as une bonne expérience, tu as vécu toutes les étapes? Oui, c'est ça. Moi, il y a souvent quelque chose qui me vient à l'idée, surtout quand je pense aux jeunes. Dans le fond, c'est peut-être une perception que j'ai, parce que ça fait longtemps que je suis plus à l'école, mais quand je pense à l'école, souvent, ils parlent pas assez d'entrepreneuriat, je trouve, à l'école. Oui. Puis j'encourage les jeunes à vraiment aller dans cette direction-là. Puis dans le fond, mon message, peut-être que je lancerais maintenant, parce que je m'en viens moins jeune que j'étais, si je regarde les jeunes, c'est impliquez-vous, puis allez chercher, allez voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché, entourez-vous, puis allez voir c'est quoi être un entrepreneur. Et oui, c'est le fun, les jobs professionnels, choses ça, tout ça. C'est juste de ça que je parle, je trouve, à l'école, versus être en affaires, c'est tellement intéressant, puis c'est demandant, c'est la même chose qu'être un athlète, là, je veux dire, c'est exigeant, mais ça l'apporte beaucoup. Bien, c'est une bonne école également. C'est une excellente école. On apprend sur le tas, mais on apprend beaucoup. On apprend, exact. Des fois, vitesse grand V. Exactement. Bon, ben, super. Fait que Ali, merci infiniment de ton partage, de tes expériences, de nous avoir raconté des anecdotes de la famille Mustapha. Longue vie à Ralic, un autre 25. Je suis pas inquiète pour vous. Je suis sûre que ça va bien aller. Merci beaucoup, Cléo. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.